Bonjour, mesdames, messieurs, Frédéric Lacroix, Aerospace Valley. Je vous remercie de vous être connectés à ce webinaire ce matin. Nous allons vous présenter les mesures de prévention des tribunaux de commerce. Cette présentation est effectuée par Edgar Antoine, entrepreneur et ancien juge du tribunal de commerce de Toulouse. Vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation, donc pour ceci sur l'icône questions, et elles seront lues à voix haute à la fin de la présentation. Dès demain, vous recevrez un lien qui vous permettra de télécharger le replay et le PowerPoint présenté ce matin. Bien, bon webinaire. Vas-y, Edgar, c'est à toi. Bien, ok, on y va. Donc, je ne sais pas si vous... Bonjour à tous d'abord. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais je pense qu'elle a assez peu d'intérêt. Comme j'ai des problèmes de débit chez moi, je vais la couper. Euh, et voilà, je pense que maintenant ça devrait être coupé. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'incidents techniques. Donc, pourquoi ce webinaire? Ce webinaire, c'est parce que au cours de ma carrière d'entrepreneur, il m'est arrivé quelquefois de rencontrer des difficultés. Je me suis aperçu que mon angoisse était bien plus liée à ne pas savoir ce qu'il fallait faire dans le cas où ces difficultés se finissaient mal, plutôt que j'ai plus d'angoisse à ne pas savoir ce qui allait se passer, plutôt que de résoudre les difficultés. En général, les difficultés, je les ai toutes résolues. Et en fait, un jour, je me suis aperçu qu'il existait au tribunal de commerce, tout à fait par hasard, je me suis aperçu qu'il existait des procédures qui étaient là pour aider les entrepreneurs. Pour moi, à l'époque, le tribunal de commerce, c'était le lieu qu'il fallait absolument éviter. À 50 mètres à la ronde, il fallait surtout pas passer par là-bas. Et quand je suis devenu juge, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plein de gens, de bénévoles, hein, qui étaient des juges et qui étaient là qui étaient de bonne volonté plutôt que des censeurs. Voilà, donc il me semblait intéressant, par une période qui court, d'informer les gens, de leur dire qu'il existait des procédures officiels qui étaient là pour aider les entrepreneurs en difficulté, qui rencontrent des difficultés. Bon, tout ça, ça part d'un constat, c'est que si l'entrepreneur ne fait rien et qu'il attend le redressement judiciaire, eh ben, en fait, 97, il y a 97% de chances que son entreprise coule. Donc ça, c'est un constat qui est fait depuis bien des années par le gouvernement. Et en 2005, ils ont mis en place des mesures qui s'appellent des mesures de prévention, bon, qui sont là pour aider les entrepreneurs quand ils ont des difficultés et qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas les résoudre tout seuls, difficultés qui sont susceptibles de mettre en cause la pérennité de l'entreprise. Et les statistiques montrent que depuis que ces procédures existent et qu'elles sont utilisées, ben, elles permettent de sauver 50% des entreprises. Parce que si rien n'était fait en termes de prévention, et ben, c'est 50%, c'était 97% de chute. Voilà. Euh, J'arrive à me déplacer. Donc déjà, le tribunal de commerce, c'est quoi? Puisque je vous l'ai dit, moi, à l'époque, j'étais très inquiet par le terme tribunal de commerce. Bon, d'abord, c'est une juridiction de première instance. En clair, ça veut dire que quasiment toutes les décisions qui sont prises, les jugements ou les ordonnances qui sont prises par les juges ou le tribunal, elles peuvent être remises en cause au niveau de la cour d'appel. Donc, il y a trois missions principales qui sont dévolues aux tribunaux de commerce. Oui, alors une petite précision, j'ai oublié de dire, j'interviens en tant qu'entrepreneur et non pas en tant qu'ancien juge au tribunal de commerce. Pourquoi? Parce que en fait, un juge ne peut pas donner de conseils. Il ne peut pas donner de conseils pour deux raisons. La première, c'est que c'est un métier, c'est celui des avocats. Et la deuxième, c'est que donner conseil, c'est prendre parti. Or, un juge n'est pas là pour prendre parti. Donc, j'interviens en tant qu'entrepreneur. A priori, je ne donne pas de conseils particuliers, je donne simplement une information. Je fais quelque part de la pédagogie. Voilà. Donc, au niveau des trois missions principales des tribunaux de commerce, la première, c'est pratiquement par ordre de priorité, hein, c'est maintenir l'activité.
Donc pour cela, participer au redressement des entreprises, maintenir l'emploi et obtenir le paiement des créanciers. Ça aussi, c'est quasiment un ordre prioritaire. La deuxième fonction, c'est de régler des litiges. Donc, on règle des litiges entre des commerçants. Alors, vous avez la définition de ce qu'est un commerçant. Et entre associés. On peut aussi régler, au tribunal de commerce, peut être amené à régler des litiges entre commerçants et particuliers. Mais alors là, c'est à condition que le particulier, que la personne physique, elle soit demandeuse. En clair, une entreprise ne peut pas attaquer au tribunal de commerce pour l'impayé, par exemple, une personne physique. Par contre, une personne physique peut attaquer une entreprise au tribunal de commerce. Euh, mais elle a le choix. Soit c'est le tribunal de commerce, soit c'est le tribunal de grande instance. Avant aussi, on traite tous les litiges qui sont autour des actes de commerce, donc comme des billets ordres qui ne sont pas payés, des lettres de change, les cautions, les ventes de fonds de commerce non litigieux ou contestés. Et la troisième activité, c'est de s'occuper du registre des commerces et des sociétés. Les moyens du tribunal de commerce, des tribunaux de commerce, c'est des juges bénévoles, comme j'ai dit. Hein, ce sont des juges qui sont élus par leur pairs. En général, la source d'approvisionnement, elle provient des syndicats professionnels. Le greffe du tribunal, donc, il s'occupe de tout ce qui est logistique, donc tout ce qui est les courriers, l'organisation des audiences et tout, ce sont les greffiers qui s'en occupent. La rédaction, la diffusion, la publication des jugements, c'est aussi euh, les greffiers. La rédaction des jugements, ce ne sont pas les greffiers, ce sont les juges. Euh, le tribunal utilise également des consultants externes, donc des experts quand il y en a besoin en cas de litige, des administrateurs et des mandataires liquidateurs. Euh, Mandataire liquidateur, c'est en fait la même personne, mais qui change de statut en fonction du type de procédure. Bon, on entend souvent parler de ces gens-là. L'administrateur a pour vocation d'aider entre guillemets l'entreprise, de maintenir, de redresser l'entreprise, tandis que le mandataire, lui, le mandataire liquidateur représente toujours les créanciers. Donc, des intérêts différents. Les tribunaux de commerce, eh ben, ça dépend de qui. Ben, de la cour d'appel, puisque quand il y a un litige qui est contesté, ça remonte à la cour d'appel, et du procureur de la République. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut au tribunal de commerce. Et on doit en répondre au procureur de la République, à titre y compris personnel. Bon, les différentes procédures qui sont gérées par les tribunaux de commerce, donc il y en a plusieurs, vous voyez. Le premier, je dirais, c'est les contentieux. Donc, ça donne naissance à des décisions judiciaires qui sont soit des jugements, soit des ordonnances. Alors, quelle différence entre un jugement et une ordonnance? Une ordonnance est rendue par un juge seul. En général, c'est ce qu'on appelle les décisions sont régies par l'évidence. Les jugements, les jugements, eux, sont rédigés par des juges suite à un délibéré qui réunit au moins 3 juges. Bon, qu'est-ce qu'on a comme exemple de contentieux? Ben, je sais pas, un impayé, un client qui ne veut pas vous payer. Ça peut être des problèmes entre associés, que tu imaginais. Au niveau de la conciliation, donc là, le mot conciliation est un mot un peu piégeux parce que sous les conciliations, il y a plusieurs types de conciliation. Là, il s'agit de conciliations qui sont menées par un juge. Donc, en général, c'est suite à un contentieux. Donc, un client ne peut pas vous payer, vous l'assignez, hein, après l'avoir prévenu, lui envoyer toutes les lettres recommandées qu'il faut, vous l'assignez par intermédiaire d'un huissier, vous allez au tribunal et le tribunal dit, mais attendez là, votre litige il est de 15 000 euros, ça ne semble pas si compliqué, vous pourriez peut-être en discuter ensemble et trouver un règlement amiable, parce qu'il vaut mieux une conciliation, un règlement amiable qu'un jugement. Dans un jugement, il y en a toujours un des deux qui sera mécontent. Voilà. Donc, ça fait, en général, ce type de conciliation est mené à titre gracieux, contrairement à la médiation, qui, elle, est menée non pas par des juges, mais plutôt par des avocats ou des personnes qui ont les formations idoines. La médiation étant beaucoup plus onéreuse qu'une conciliation, puisqu'elle est par définition gratuite.
En général, ça ne traite pas les mêmes litiges, hein. En médiation, on va quand il y a des conflits de montant élevé et qu'on veut conserver une certaine discrétion. Bon, après, on attaque les fameuses mesures de prévention. Donc, il y a deux niveaux de prévention qu'on appelle la détection et ce qu'on appelle le traitement. Donc, la détection, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les présidents de commerce sont habilités à vous convoquer. Donc, ils reçoivent tout un tas d'informations. Par exemple, il faut savoir qu'il a été constaté qu'une entreprise qui ne dépose pas 2 années successives ses bilans, déposé, ne remet pas au greffe, pardon, ses bilans de 2 années consécutives, et bien statistiquement, l'année d'après, elle se retrouve en redressement. Donc ça, c'est une alerte, un témoin. Maintenant qu'il y a des logiciels partout, il y a une alerte qui remonte au niveau du président du tribunal de commerce et il vous convoque. On verra plus tard ce qu'il en fait de ce qui se passe. Donc ça, c'est la prévention-détection. Il y a après la prévention-traitement. Une fois qu'on a détecté qu'il y avait un problème, eh bien, il faut peut-être le traiter. Donc pour ça, il y a deux procédures, le mandat ad hoc et la conciliation. Alors un exemple de mandat ad hoc, vous avez par exemple un problème avec vos actionnaires. Vous voulez faire une augmentation de capital, un actionnaire n'est pas d'accord, vous voulez régler votre problème, mais bon, des fois il y a des problèmes entre personnes, ce qui fait que ce n'est pas résolvable. Donc vous souhaitez qu'il y ait un tiers, mais vous souhaitez que ça reste confidentiel. Donc vous pouvez demander au président de faire intervenir un mandataire, un tiers, pour vous aider à négocier. J'ai eu à connaître de ce mandat ad hoc et je vous avoue que c'est particulièrement efficace. Notamment, j'avais un problème avec un actionnaire d'un très grand groupe. Au bout d'1 an et demi de discussion stérile, ça n'a pas avancé. J'ai demandé l'aide du tribunal de commerce, une réunion et 2 coups de téléphone de 3 minutes, le problème était réglé. La société était sauvée. La conciliation, là, c'est le même principe, hein, reste toujours une négociation qui est confidentielle, mais qui a un intérêt, enfin on y reviendra tout à l'heure, mais imaginez par exemple que vous avez problème avec vos banques. Vous avez fait un investissement, vous sentez que vous n'arriverez pas à rembourser, mais par contre, vous allez avoir besoin, parce que vous avez des problèmes de BFR, vous allez avoir besoin de trésorerie supplémentaire. Donc, difficile d'imaginer qu'un banquier va vous aider si vous n'arrivez pas déjà à rembourser ce que vous avez comme dette. Alors, vous pouvez vous mettre sous le tribunal de commerce, son aide, et puis négocier par son intermédiaire. Ça marche pas mal quand même. Et puis, il y a la fameuse qui est écrite en rouge, là, la cessation de paiement. Alors ça, c'est un élément fondamental pour le tribunal de commerce. La cessation de paiement, ça intervient quand votre actif disponible n'est plus capable d'honorer le passif exigible. Donc, il y a plein de subtilités dans ces mots-là qui donnent l'objet à plein de discussions. Mais en clair, si vous n'arrivez plus à payer vos dettes, alors attention, on va y revenir hein, sur la notion de cessation de paiement. Mais bon, pour simplifier, si vous n'arrivez plus à payer vos dettes, vous rentrez en cessation de paiement. Si vous êtes en cessation de paiement, vous ne pouvez plus payer vos créanciers. À ce moment-là, vous relevez des procédures collectives. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la sauvegarde, le redressement et la liquidation. Alors, pourquoi c'est important cette cessation de paiement? C'est parce que, en fait, la perception qu'auront les juges vis-à-vis de vous, vous en tant que dirigeant, pas vous en tant que débiteur. Hein. Le débiteur, c'est l'entreprise, vous êtes le dirigeant. Donc il faut savoir que pour les juges, il y a vraiment une distinction entre le dirigeant et le débiteur. Souvent, on a tendance à confondre tout ça. Non, non, le débiteur, c'est l'entreprise qui a une personnalité qui est différente de celle du dirigeant. Et ça, les juges l'ont bien dans la tête, contrairement à beaucoup de dirigeants. Donc, si vous venez voir le tribunal avant d'être en cessation de paiement, les juges auront une grande considération pour vous en dirigeant, parce qu'ils se diront, tiens, j'ai quelqu'un qui est capable de voir ses erreurs, de voir qu'il a un problème. Par contre, si vous attendez d'être redressement, d'être assigné par exemple par l'URSSAF, alors là, ça sera une autre paire de manches, parce qu'on se dira, cette personne-là n'est pas forcément consciencieuse. En tout cas, elle a un problème de compétences. Alors attends, juste Edgar, excuse-moi, parce que visiblement, en fait, ton écran ne défile pas.
nous sommes restés sur quelques difficultés relèvent de la prévention. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Est-ce Mais c'est que... bon, hein? c'est bon, c'est bon. Quelle difficulté relève de la prévention? Mais il n'y a rien Pour moi, d'écrit c'est en bon. rouge. Ah, vous l'avez pas vu celui d'avant, alors peut-être. Là, vous le Ouais. voyez? Non. Vous voyez pas celui? Bon. Ouais. Essaie d'avancer. Essaie de faire défiler. Prévention Heureusement, détection, vous voyez là? nous sommes sur la diapo. Quelles difficultés relèvent de la prévention? Et depuis le début de ta présentation. Ah, c'est bien embêtant. Oui, Euh, effectivement, pour suivre, c'est plus compliqué. ah, je veux bien. Sinon, Alors, on recommence tout. non, 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 on va reprendre où tu en es. Mais Bon. le problème, c'est que ça défile pas. Il Est-ce faut que que là, ça ça puisse. défile? Ça Bah, tout défile à là? l'heure, oui. Non. Tu vois quoi là? Quelles difficultés relèvent de la prévention? Ok. Ah, C'est voilà. là? Donc là, les Est-ce que procédures gérées par le tribunal de commerce. voilà, c'est donc ce que je viens d'expliquer. Je suis désolé pour le Ouais. problème. Et tu as compris pourquoi? C'est bon? Oui, oui, ça y est, c'est bon, ça devrait plus le faire. Ok, merci. Bonne intervention. Je sais plus où j'en suis. Oui, donc quelle difficulté relève de la prévention? Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que le tribunal traitait des difficultés, mais c'est quoi une difficulté d'une entreprise? C'est quoi la cessation de paiement en fait? Bon, une entreprise en difficulté, si elle connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de son activité. Oui, d'accord, on est bien content avec tout ça. C'est l'article L611-2. Bon, donc les difficultés, elles peuvent être de toute nature. Donc ça peut être économique, financier, social et organisationnel. Vraiment tout. Vous avez problème de trésor, vous avez problème avec, répète, avec des actionnaires qui fait que ben, ça peut capoter. Vous avez des problèmes avec vos salariés. Vous avez tout type de problème qui peut remettre en cause la survie de l'entreprise. Ces difficultés, elles peuvent être présentes. Tout le monde préfère que vous les ayez pressenties. Alors attention, une difficulté, c'est pas une difficulté d'une entreprise, c'est pas parce que vous avez un incident de paiement. C'est quand vous commencez à plus payer vos salariés, que vous remettez les échéances de la TVA. Enfin, en général, les salariés, on les paye. Mais les charges sociales, il faut s'assied un peu dessus. Là. On commence souvent par la TVA, les charges sociales. Donc là, quand vous commencez à jouer à ça, ben, vous pouvez vous dire que votre entreprise elle a des problèmes. Si vraiment vous êtes le nez dans le guidon et que vous n'en apercevez pas, vous êtes forcément au courant que vous avez des problèmes avec votre banquier, parce que souvent c'est lui la première alerte. Ben, il commence à vous rejeter des échéances d'emprunt, il ne veut plus vous filer des crédits court terme. Souvent, ça commence par là. Il refuse de payer les chèques, ça sent mauvais. Donc, quand vous commencez à avoir vos problèmes sérieux avec votre banquier, dites-vous que là, il faut vraiment réagir. Je répète, plus vous réagirez vite, et plus vous aurez des chances de vous en sortir. Plus vous ferez l'autruche, et plus vous aurez des chances de mourir. Pas vous, excusez-moi, votre entreprise, le débiteur. Donc au niveau de la prévention-détection, donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'appelle aussi l'alerte du président. Donc le président a un certain nombre de signaux qui lui remontent automatiquement à son bureau et il vous convoque. En général, c'est pas lui qui personnellement qui va gérer l'entretien, ce sont des juges qu'il a mandatés pour cela. Bon, l'objectif de tout ça, c'est d'informer, de faire un peu, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est d'informer les dirigeants sur les procédures, notamment procédures ad hoc et sur conciliation que peuvent mettre en œuvre les dirigeants. Bon, il n'y a aucun aspect de contrainte là-dedans. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez ne pas y aller à cette convocation. Mais si vous n'y allez pas, ça fait un flag de plus contre vous. Donc, je vous conseille d'y aller, ça ne coûte rien. Vous aurez pas des conseils, puisque les juges ne peuvent pas vous en apporter, mais des éléments d'information et qui traiteront directement de votre cas. Et en plus, ça permettra de constater que vous êtes bienveillant par rapport au tribunal de commerce. Vous aurez
peut-être à avoir à faire. Bon, au niveau de qu'est-ce qu'on en ressort de là? Ben, on sort avec des meilleures connaissances des procédures judiciaires. Il y a des suggestions, j'en ai parlé. Et par contre, il y a un petit danger, c'est que si vraiment ça va mal, que vous avez vraiment entendu que ça fait 5 ans que vous ne remettez pas vos bilans, que vous oubliez de payer l'URSSAF régulièrement, que vous avez des incidents bancaires et tout ça, ben, le président, il peut saisir le ministère public qui, lui, demandera d'ouvrir une procédure collective, donc un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire. Donc c'est le danger, c'est-à-dire que quand vous rentrez en procédure d'alerte, ça y est, vous êtes visible. Vraiment conseil, n'attendez pas. Bon, avantage, c'est que personne n'est au courant. Hein. L'entretien qui est avec le juge, il est totalement confidentiel. Le juge avec qui vous discuterez, si d'aventure, si par mésaventure, votre entreprise finit un redressement judiciaire, vous ne rencontrerez pas le juge avec qui vous avez discuté lors des entretiens de prévention. Ça lui est interdit. Bon, en plus, ce sont des éléments d'information qui sont gratuits, comme un avocat pour la première réunion. Donc, vous pouvez parler tranquillement. C'est un homme d'affaires. Le juge est un homme d'affaires, et donc il est là. En plus, je répète, il est bienveillant. Inconvénient, j'en ai pas vu. Au niveau du traitement, donc le premier, c'est le mandat ad hoc. C'est quoi un mandat ad hoc? Donc, excusez-moi, sur la prévention-détection, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le président vous convoque. Si vous avez des difficultés, vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas si c'est un mandat ad hoc, une conciliation, tout ça, vous n'y comprenez pas grand-chose, vous pouvez de vous-même demander à avoir un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce ou son juge mandaté et pour avoir cet entretien de prévention. Alors ça, c'est très très bien vu. Hein. Donc soit vous y allez vous-même dès que ça commence à barder, mais soit vous attendez d'être convoqué. Au niveau du mandat ad hoc. Donc, le mandat ad hoc, c'est une procédure confidentielle. Tout ce que je vous raconte là sur la prévention est toujours confidentiel. C'est l'élément essentiel de ces procédures, la confidentialité. Donc, on nomme un mandataire qui s'appelle le mandataire ad hoc. En général, c'est un administrateur judiciaire, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez demander, vous connaissez quelqu'un qui est un homme de l'art, vous pouvez dire, moi, j'aimerais que ce soit qui a des compétences. Vous pouvez dire, j'aimerais que ce soit monsieur Untel qui soit le mandataire. Bon, le président décide. Donc, ce mandataire sera un médiateur. Il discutera, il expliquera aux créanciers que ce serait quand même plus cool pour leur créance, s'ils veulent avoir une chance de la récupérer, de négocier. Bon, les avantages du mandat ad hoc, c'est que le mandataire, alors quand on parle d'administrateurs, souvent on a peur parce que les administrateurs, ils peuvent avoir des missions carrément de remplacer le dirigeant hein, en cas de redressement. Ils ont 3 niveaux de mission. Soit ils regardent de loin, soit ils regardent de près, mais ils se contentent de regarder et d'autoriser à signer l'échec, soit carrément ils remplacent le dirigeant. Là, dans ce cas-là, dans cette procédure-là, le mandataire ad hoc, il ne s'immisce pas dans la gestion, il donne simplement, il participe simplement de façon active aux négociations. Donc la confidentialité, je l'ai déjà dit. Alors là, c'est surtout, hein, c'est sur le fait qu'il y a un mandat ad hoc se tient. Et le rapport du mandataire qui est fait au président, lui aussi, il est totalement secret. Et bien évidemment, les accords qui sont pris entre les gens qui sont autour de la négociation. Le traitement des cautions fait faire partie de l'accord. Donc, en fait, on peut tout négocier. Hein. En fait, ça n'a pas tellement de nature judiciaire, un mandat ad hoc, c'est plutôt de nature contractuelle. C'est-à-dire que vous négociez tout ce que vous voulez entre les parties. Tout, absolument tout. Le contrat faisant après, donc si vous voulez, on imagine que c'est un avenant au contrat et c'est cet avenant au contrat qui fera foi dans toutes vos futures relations. Bon, l'avantage, c'est que ce n'est pas limité dans le temps. Des fois, il y a des négociations qui sont longues, notamment quand on commence à imaginer que, comme ça va mal, il faudrait peut-être trouver des actionnaires amiables. On a plusieurs pistes, mais que bon, c'est jamais simple les négociations pour une cession partielle ou totale.
Donc ça prend du temps, surtout s'il y en a plusieurs. Mais bon, c'est un bon moyen parce que ça permet de contraindre les gens qui sont dans la négociation, hein, de rachat partiel ou total, ça les maintient à confidentialité. Et ça, c'est légal. Hein. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser à en parler à la presse, à n'importe qui. Donc, c'est un moyen de négocier un projet de cession en toute discrétion. Et une fois que l'accord il est pris, on peut passer à des étapes, à d'autres étapes. Pour le coût des prestations, ben, ça aussi c'est un avantage parce qu'elles ne sont pas très élevées et elles sont fixées à l'avance. Donc quand vous allez voir le président, c'est le président qui va discuter avec vous, qui va dire moi j'estime que le coût ça sera un temps. Vous êtes d'accord, vous y allez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous y allez pas. Mais en tout état de cause, ça ne pourra pas être augmenté en cours de mission, sauf si la mission est modifiée par le président, parce que vous en avez fait la demande. Ah oui, autre chose. Donc, si au cours de ce mandat ad hoc, vous avez des soucis avec un certain nombre de créanciers, vous voulez négocier avec quelques-uns de ces créanciers, par exemple les banquiers ou l'URSSAF, mais vous voulez négocier qu'avec eux, les autres créanciers, bon, vous considérez que ce n'est pas utile, mais un créancier prend mal les choses et vous attaque parce qu'il veut être payé. Sachez que le président peut, d'autorité, fixer un délai de paiement de 24 mois. Il ne pourra pas aller au-delà. Hein. Par contre, si dans vos négociations, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quand vous voulez reporter des délais et que votre créancier est d'accord, vous mettez la date que vous voulez. Si vous mettez 15 ans et que le créancier est d'accord, il n'y a pas de malaise, ce sera 15 ans. Donc, c'est ce que je disais, le mandat ad hoc, c'est l'affaire des parties. Il n'y a pas d'émission du juge. Le juge regarde ça, enfin le juge, le président, puisque c'est le président qui s'occupe officiellement du mandat ad hoc. Lui regarde ça de loin, il ne peut pas prendre ni parti, ni émettre de jugement. Bon, le mandat ad hoc, les créanciers qui ne sont pas dans l'accord contractuel, ben forcément, ils ne sont pas partis de l'accord. Hein. Bon, le déroulement, bon, le plus simple, bon, vous allez sur le site internet du tribunal de commerce de Toulouse, vous verrez, il y a des formulaires types. Donc, vous remplissez, au-delà du formulaire, il faut prévoir un certain nombre de documents, donc les bilans, un prévisionnel, enfin, tout ce qui permet une négociation, quoi. Donc, l'état des créances et des dettes, voir que le tiers qui va arriver, le mandataire ad hoc, lui, il débarque et il faut qu'il prenne vraiment conscience de votre situation. Ils ne font confiance qu'en une seule chose, c'est les états sortis par les experts comptables. C'est à savoir. Beaucoup viennent. Vous pouvez venir aussi avec votre expert comptable, ça peut être un plus, mais pas forcément. Quand je suis allé au mandat ad hoc, il n'y avait pas d'expert comptable, j'ai pas de commissaire en compte, ça s'est très bien passé. Bon, la prévention, le deuxième type de traitement de prévention, c'est la conciliation. Bon, ça ressemble furieusement au mandat ad hoc, que, euh, sauf qu'elle a un caractère, elle peut prendre un caractère judiciaire. En clair, un mandat ad hoc, ça reste un accord confidentiel. Il n'y a rien qui est diffusé, publié par le greffe. Par contre, on peut demander, lors d'une conciliation, à la fin de la conciliation, quand les accords sont trouvés, on peut demander à ce qu'il y ait une homologation par le tribunal de commerce. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'homologation? L'homologation, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure, vous avez des problèmes avec votre banquier, vous n'allez pas pouvoir honorer les futures échéances comme c'était prévu, vous avez besoin que ce soit prolongé et en plus vous avez besoin qu'il vous ouvre de nouvelles lignes de crédit. Donc le mandataire négocie avec vous, le banquier qui a peur de se voir jamais remboursé accepte. Il faut savoir que s'il arrive à une homologation, tout l'argent qu'il vous prêtera en plus de ce que vous devez, je dis bien en plus, lui donnera des privilèges, c'est-à-dire qu'il est quasiment assuré, quasiment entre guillemets, assuré d'être remboursé. C'est ce qu'on appelle le privilège de new money. Vous savez que quand une boîte est liquidée, on récupère les actifs qu'il y a et on rembourse comme on peut les créanciers, mais il y a un ordre. D'abord, on passe par les salariés,
Bon, il y a tout un ordre et les chirographaires, c'est-à-dire les fournisseurs classiques et tous les gens qui n'ont pas de privilèges, bon, ben, ils passent le dernier et en général, ils n'ont rien. Tandis que là, si les banquiers ou n'importe qui, un fournisseur, apporte de l'argent ou un équivalent argent pendant la conciliation, à ce moment-là, cette somme d'argent est dotée d'un privilège de très haut rang qui donne pas mal de chances d'être remboursé. Donc pour les créanciers, cette homologation est un élément important. Bon, au niveau des prérogatives du président, il peut aussi repousser à 2 ans les créances, les remboursements de créances de créanciers qui sont récalcitrants. Il y a un élément qui est important, c'est que quand on rentre en conciliation, qui n'est pas le cas en mandat ad hoc, c'est quand on rentre en conciliation, si vous avez été interdit bancaire, interdit de mettre des chèques, cette interdiction saute. Un élément aussi qui peut se révéler intéressant, c'est l'homologation interdit la remontée de la date de cessation de paiement avant la date de l'homologation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez en redressement et que vous allez en redressement ou en liquidation judiciaire, on vous demande à quelle date a été fixée la cessation de paiement. Cette date est très importante, mais elle peut être contestée. Parce que normalement, vous avez 45 jours. Entre le moment où il y a la cessation de paiement, c'est légal, ça. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez être accusé de faute de gestion. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là est importante. Donc, vous avez 45 jours pour signaler la date de cessation de paiement. Mais si dans cet intervalle, ça peut remonter jusqu'à 18 mois quand même, si quand ça a commencé à battre de l'aile, vous avez pris des mesures, genre je paye certains fournisseurs de façon privilégiée, je mets de l'argent à l'abri, je file des actions à des gens, à des copains. Enfin bon, si je fais des choses qu'on sent tous, qui sont pas très saines, sachez que le tribunal peut remonter la date de cessation jusqu'à 18 mois. OK? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut interdire, annuler toutes ces décisions que vous avez prises. Voilà. Donc, si vous allez en conciliation, le tribunal ne pourra pas remonter la date de cessation de paiement au-delà de la date de signature de l'homologation. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est limité à 4 mois. Ben, le jugement d'homologation étant publié, donc on ne voit pas le contenu de la publication. C'est simplement qu'il y a une conciliation. Donc, les assureurs crédits qui ont ça, eux, en alerte sur leur base de données, ils voient que vous avez eu une conciliation. Ils ne savent pas ce qui s'est passé dedans, mais ils l'ont vu. Donc, en général, ils baissent la cote de l'entreprise. Donc là, le conseil, c'est aller les voir si vous êtes en relation avec eux, expliquez-leur. Hein, parce que sinon, quand ils ont pris peur, ça peut mal finir pour le BFR. Bon, une autre chose, c'est que si vous ne respectez pas votre accord, mais c'est vrai aussi, si vous ne respectez pas l'accord de conciliation, il devient caduc. Et tous les délais qui vous ont été accordés, boum, ça tombe. En général, ça se finit par un dépôt de bilan. Bon, pour une conciliation, pareil, vous allez au greffe du tribunal, vous regardez sur le site du greffe du tribunal, vous regardez, il y a un modèle type. C'est pas la peine que je défile tout ça, vous aurez de toute façon le PowerPoint à la fin. Concernant, quand même, j'ai fait un petit transparent concernant le confinement de façon plus spécifique. Alors, les tribunaux de commerce tournent. Alors, ils sont certainement difficiles à joindre parce qu'en fait, le personnel, lui, est confiné. Il travaille à la maison, donc le standard ne répond pas. Donc, ce que vous engage à faire, c'est utiliser les mails. Donc, soit vous obtenez le mail du président du tribunal dont vous dépendez, soit vous allez sur, je vous donne le site de greffe des tribunaux locaux. Vous avez un site général qui reprend toutes les adresses des 134 tribunaux de commerce qu'il y a en France, c'est www.tribunaldigital.fr. Vous allez là-dessus, vous écrivez votre mail, vous demandez à avoir une audience et puis vous l'obtiendrez parce que le greffe remontera ça au secrétariat du président du tribunal du commerce. Bon, de façon générale, qu'est-ce qui a été décidé pendant la période de confinement? Plus un mois
3 mois ou 6 mois, ça dépend des procédures qui sont engagées, il n'y aura aucun délai qui peut expirer, ni aucun délai qui peut prendre naissance. Donc, il ne se passera rien. Enfin, je veux dire, pendant cette période, elle est mise a priori en stand-by. Bon, il faut savoir que dans les cas des procédures collectives, hein, c'est-à-dire redressement, sauvegarde, sauvegarde, redressement et liquidation, les délais sont extrêmement précis. Donc là, tous sont décalés. Au niveau des audiences, bon, jusqu'à cette semaine, toutes les audiences étaient suspendues. Mais cette semaine, un outil de visioconférence a été sélectionné par le greffe nationaux. Donc, les audiences qui sont considérées comme urgentes seront traitées par vidéoconf. Au niveau de la prévention, ben, il y a des entretiens de prévention qui sont maintenus. Ils se font par téléphone en général. Si la vidéoconf se démocratise, ça se fera peut-être aussi par vidéoconf, puisque l'outil qui a été sélectionné a des mesures de sécurité, paraît-il, très, très efficaces. Donc la prévention tourne toujours. Je répète, vous ne pourrez pas téléphoner au président. Je vous conseille d'y aller, vous, avant d'être convoqué. D'accord? Vous y allez maintenant, ça va, ils ne sont pas trop saturés. Vous attendez la reprise. Je pense que malheureusement, on peut s'attendre à ce que tous les tribunaux de commerce soient saturés. Et donc, les juges seront un peu débordés. Souvenez-vous, ce sont des bénévoles. Je ne dis pas que les bénévoles sont moins motivés que les gens qui sont salariés, mais bon, quoi, ça peut le faire. Envoyer un mail au tribunal de commerce. Les demandes de sauvegarde, de redressement judiciaire, liquidation, toujours pareil. Ça, c'est, on peut faire les demandes par un site internet. Pour les dossiers d'instruction des procédures collectives, on s'en fiche, ils continuent à être gérés de façon un peu particulière. Au niveau de la conclusion, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Donc, les procédures de prévention, elles se situent toutes en amont de la cessation de paiement. Elles sont efficaces, ces mesures de prévention, parce qu'elles restent confidentielles. Personne, aucun tiers de l'entreprise n'est informé que vous avez des difficultés. Et les gens qui sont dans le secret doivent le garder. Et il y a des risques juridiques à ne pas respecter la confidentialité. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'il faut prendre conscience qu'en fait, une entreprise, c'est plus tout à fait un bien privé. Hein. C'est-à-dire que même si on est actionnaire, on ne peut pas décider sciemment de dire je tue l'entreprise, de toute façon, ça m'appartient, je fais ce que je veux. Surtout s'il y a des salariés. Je répète, les tribunaux de commerce sont là pour faire en sorte de maintenir l'activité. L'activité, c'est surtout l'emploi. Donc, méfiez-vous. Et sachez que maintenant, il existe une jurisprudence. Donc, il n'y a pas rien sur le code du commerce pour l'instant, mais il commence à apparaître des jurisprudences qui peuvent tenir responsable. Donc, ça s'appelle faute de gestion. Une faute de gestion, ça veut dire comblement de passifs. Et là, c'est sur vos biens propres. Hein. En tant que dirigeant, si vous êtes, on vous donne une faute de gestion, votre maison, il passera et tous vos biens, ils passeront, hein, jusqu'à la concurrence et remboursement de passifs. Donc, c'est à éviter. Donc, la tendance, c'est quand même, si un dirigeant ne prend pas les mesures de prévention qu'il faut, il n'utilise pas le dispositif de prévention, ça peut lui revenir sur le nez. Bon, il y a 3 jurisprudences, hein, c'est quand même pas systématique, mais faites attention, on se dirige vers ça. Bon, au niveau des procédures collectives, bon, vous voyez, hein, il y en a quand même quelques-unes qui se déroulent, hein, il y en a plus de 16 000 en 2018, et le taux de succès des négociations, c'est quand même 70%. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, au bout du bout va survivre. Il y en a 50% qui survivront. Mais en attendant, vous rentrez en négociation, vous avez 70% de chances d'y arriver. Est-ce que vous aurez le même taux de succès si vous y allez seul? Je vous laisse libre juge. Bon, chose fondamentale, le dirigeant est bien mieux considéré s'il agit avant la cessation de paiement. Okay, il faut que vraiment ça soit ancré dans vos esprits. C'est fondamental. Si vous y allez tout seul avant la cessation de paiement, c'est que vous êtes un pro. Et vous êtes capable de voir vos erreurs ou s'il n'y a pas d'erreur, de voir que votre entreprise a des difficultés et qu'elle risque d'aller au tapis. Et
un petit adage, comme on dit au tribunal, une négociation vaut mieux qu'un jugement. Voilà, donc une énième fois, n'hésitez pas à aller voir les tribunaux de commerce avant que la catastrophe soit totale, parce que vous rencontrerez des gens qui seront là pour vous assister, pour essayer de vous aider. Voilà, moi j'en ai terminé. Je ne sais pas si je n'ai pas été trop long. Non, Vous êtes c'est toujours bon. là? Oui, oui. Enfin, ils sont pas le. Donc, oui, ta présentation a été claire. Pour le moment, j'ai pas de questions particulières. Donc, je pense que toutes les informations ont été données. Après, tous les liens ont été mentionnés et on enverra la présentation. Voilà. Donc, Bon, bah, s'il merci. n'y a pas de questions, je vous remercie tous et puis je vous souhaite bon courage. Bon courage à Merci. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.